Le coup d'envoi de la vente de vignettes est donné. L'opération a été lancée ce mardi par le ministre du Budget. En plus de la direction des impôts, la campagne inclut également des banques de la place. Un grand remaniement est intervenu hier au sein du ministère de la Justice. Il a touché tous les services des justices de paix aux tribunaux de première instance, en passant par les cours d'appel et la Cour suprême. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé hier lundi l'amnistie de 800 personnes condamnées après la crise post-électorale de 2010. Parmi les graciés, Simone Gbagbo, l'épouse de l'ancien chef de l'État. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ce titre, ce décret D 2018-137 PRG SGG portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Le président de la République décrète, article 1er. L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire le lundi 13 août 2018 à 10 h. Article 2, l'ordre du jour de la session est le suivant. Projet de loi de finances rectificative exercice 2018. Projet de loi relative à l'asile et à la protection des réfugiés en République de Guinée. Article 3. La présente session extraordinaire sera close dès épuisement de l'ordre du jour. Article 4. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 7 août 2018. Professeur Alpha Condé. Décret D 2018-138 PRG SGG portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République décrète. Article 1er. M. Siaka Sissoko, précédemment directeur général de l'intégration africaine au ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée auprès de la République fédérale du Nigeria et représentant permanent de la Guinée auprès de la CEDEAO. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée. Conakry le 7 août 2018. Professeur Alpha Condé. Ce matin, à la primature, le Premier ministre, chef du gouvernement, a longuement échangé avec les représentants du secteur privé guinéen. Dans un échange direct, Kassori Fofana a rassuré le patronat de la volonté du gouvernement à le soutenir pour accélérer la création de richesses dans notre pays. Compte rendu Adi Kamara. C'est une première prise de contact. Elle est initiée par le secteur privé guinéen. Les débats ont porté essentiellement sur les difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs économiques guinéens et leur engagement à accompagner le gouvernement dans son programme de réforme et de bâtir une nation unie et prospère. Pour ce qui est des perspectives, ce qui est des possibilités de discuter des pistes de solutions, et nous avons été éclairés par le Premier ministre, nous avons pris l'engagement de l'accompagner. Et le Premier ministre nous a donné des conseils de ce que le secteur privé doit comme rôle à jouer. Et ce rôle ne peut être joué que quand nous sommes unis. Et donc le Premier ministre a recommandé à ce que le secteur privé s'organise. Nous avons promis dans les mois à venir mettre cette organisation en place de manière à ce que le secteur privé soit tenu par un fil conducteur. Partout dans le monde, le secteur privé est uni. Et le secteur privé sert d'éclaireur parce que c'est encore nous qui sommes créateurs d'emplois, créateurs de richesses. Pour booster la croissance dans le pays, le secteur privé joue un rôle prépondérant. Pour ce faire, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana a insisté sur un certain nombre de facteurs devant faciliter la mise en place des instruments régulateurs. Cela en vue de protéger les consommateurs, les agents économiques et les acteurs du secteur privé guinéen. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations que nous avons entreprises depuis la mise en place du nouveau gouvernement avec tous les partenaires à la gestion de l'économie guinéenne. Entre autres, le patronat est l'un des premiers partenaires. Alors le message est de dire, le président de la République nous charge d'aller avec eux, de supporter
le secteur privé guinéen de mettre l'accent sur la composante guinéenne du développement pour que notre secteur privé puisse supporter le développement du pays, parce que c'est cela la croissance inclusive. Le message est de leur dire, nous sommes disposés à cela, mais organisez-vous. Jusqu'à date, on n'a pas de chambre consulaire digne du nom. Jusqu'à date, nous avons un patronat dispersé, diversifié. Ça ne facilite pas la concertation pour qu'ensemble, gouvernement et secteur privé puissent conjuguer les efforts pour nettoyer le climat des affaires, arriver à construire les choses ensemble. C'est une nouvelle dynamique pleine d'espoir entre le secteur privé et l'État. En tout cas, le gouvernement Kassori est déterminé à améliorer davantage le climat des affaires en Guinée afin de réaliser des infrastructures économiques, assainir le cadre macroéconomique et favoriser la création d'emplois dans le pays. Et puis, le coup d'envoi de la campagne de vente de vignettes est donné. L'opération a été lancée ce mardi sur toute l'étendue du territoire national par le ministre du Budget. En plus de la Direction nationale des impôts et du CADAC, la campagne inclut également des banques de la place. Mamadi Gassama. C'est la principale innovation de cette campagne de collecte de taxes sur les véhicules. Avec le retard accusé dans le lancement de l'opération, le ministre du Budget sollicite le concours des banques du pays. Une occasion pour celles-ci de contribuer au respect de la citoyenneté fiscale. Au niveau de la BICIC, nous avons pris toutes les dispositions utiles pour que l'opération puisse effectivement démarrer aujourd'hui sur l'ensemble du réseau à Conakry, où toutes les agences sont déjà opérationnelles. Vous pouvez le vérifier dans toutes les agences BICIC. Aujourd'hui, vous pouvez partir acheter les vignettes. Pour l'intérieur du pays, toutes les dispositions également sont prises pour l'acheminement très rapide, dans un délai extrêmement rapide des vignettes dans l'ensemble du réseau BICIC. Ce partenariat devra permettre de rattraper le retard accusé dans la mobilisation des recettes fiscales. Les propriétaires de véhicules sont invités à se mettre en règle dans le délai requis. En lançant la campagne ce mardi, le ministre du Budget s'est fixé des objectifs précis et compte sur le civisme fiscal des Guinéens. Il s'agit pour nous de collecter des recettes, les sécuriser. Je voudrais préciser ici que la vente des vignettes est systématiquement dématérialisée. Cela veut dire quoi? Aucun agent des impôts ne doit vendre les vignettes physiquement. Toutes les ventes doivent avoir lieu au niveau des agences des banques ainsi qu'à travers Orange Money. En plus des banques partenaires, plusieurs autres guichets existent, notamment au CADAC, dans les kiosques Orange Money ou encore ici, à la Direction nationale des impôts. Pour l'exercice 2018, plus de 100 000 milliards de nos francs sont attendus au terme de cette campagne. Audience à la CENI, le président de l'institution a reçu une équipe d'experts internationaux. Ceux-ci sont à Conakry dans le cadre de l'audit du fichier électoral. Les travaux doivent durer 25 jours. Compte rendu Makemedonzo. Les travaux sur l'audit du fichier électoral biométrique ont débuté. L'activité est menée par 7 experts internationaux recrutés par le PNUD, l'OIF et l'Union européenne. Ces yeux neutres ont la charge de détecter toutes les imperfections de ce fichier électoral. Ils ont aussi la tâche de faire des propositions concrètes aux acteurs politiques. Il s'agit pour nous aujourd'hui de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans notre fichier électoral, quelles sont les imperfections, qu'est-ce qui peut être amélioré et qu'est-ce qu'il faut enlever dans ce fichier électoral-là pour qu'il soit le plus performant possible. Donc l'exercice va consister à mettre face à face les experts internationaux qui sont venus et notre base de données. Ils vont travailler, ils vont lancer des requêtes pour voir est-ce que le standard international en matière de gestion des fichiers est respecté, est-ce que l'environnement est propice pour le développement de ce fichier-là et comment est-ce qu'il faut procéder dans les années à venir pour l'amélioration du fichier. Voilà essentiellement
c'est à quoi cela va consister. Ces experts internationaux doivent rendre compte régulièrement au comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016 du déroulé de ces activités. Le comité technique n'interfère pas dans le travail des experts. Par contre, les membres peuvent adresser des requêtes à travers le président du comité technique d'audit du fichier électoral. Vous le savez, hier, le président de la République a pris 2 importants décrets de nomination au sein de l'appareil judiciaire. Ces décrets ont touché tous les services des justices de paix aux tribunaux de première instance en passant par les cours d'appel et la Cour suprême. Kerno Younoussaba revient sur les grands changements. C'est le 2e grand mouvement du ministre Cheikh Sako depuis 2014. Le garde des Sceaux s'inscrit dans la lutte contre ce qu'il appelle la sédentarisation du personnel de la justice. Le décret d'hier lundi rentre dans le cadre du rapprochement de la justice des justiciables avec l'opérationnalisation de 8 nouveaux tribunaux d'instance créés par la loi sur l'organisation judiciaire. Dans ces nouvelles juridictions, les femmes et les jeunes occupent une place de choix. À Conakry, on a 3 femmes qui président les 3 tribunaux. C'est aussi un symbole, c'est 3 magistrats de qualité. Et dans les tribunaux de première instance de l'intérieur du pays, les 8, donc là il y a des jeunes, effectivement, première promotion, quasiment dans les 8 tribunaux de première instance, et les procureurs aussi des tribunaux de première instance. Et il y a quelques jeunes qui sont dans les anciens. À Mamou, par exemple, le procureur qui faisait l'intérim qui a été confirmé. Vous voyez, donc on fait confiance à la jeunesse. Ça aussi, c'est dans l'idée et du président de la République, et ça se retrouve aussi dans d'autres secteurs du pays. Donc la justice ne fait pas exception. La réforme touche également la Cour suprême, la plus haute institution judiciaire du pays dont le nombre de chambres connaît une hausse. La Cour suprême n'avait que 2 chambres. Aujourd'hui, on a quasiment 8 chambres. Par exemple, la chambre réunie n'arrivait pas à siéger. Parce que je crois qu'il y a 9 magistrats ou plus. Ils n'arrivaient pas à se réunir. Et puisqu'il n'y avait pas beaucoup de magistrats, il y en a qui étaient décédés, il y en a qui étaient malades de longue durée. Et là, on a pallié à ça, pour envoyer une quinzaine de magistrats à la Cour suprême pour permettre dès septembre, la Cour sera fonctionnelle, les affaires qui sont stagnantes vont être jugées. Après ces innovations, les attentes du ministre Sako sont nombreuses, dont la lutte contre l'impunité. Quasiment tout le monde a été changé. Et ça, il fallait donner un signal fort à la population, montrer à la population que les magistrats, c'est également des citoyens, ils sont là au service de la population, mais pour appliquer la loi, pour veiller aussi à la quiétude. Veiller à la quiétude, ça veut dire aux citoyens, tout le monde doit respecter la loi, donc si vous ne respectez pas, c'est la loi qui viendra à vous et s'imposer à vous. C'est après avis conforme des membres du Conseil supérieur de la magistrature que le président de la République a pris le décret nommant les magistrats du pays. Des réformes également au ministère de la Sécurité. Elles concernent dans un premier temps la circulation routière. Au cours d'un entretien avec ses collaborateurs, le ministre a rappelé les obligations du département dans le cadre du respect de la lettre de mission qu'il a reçue. Le point avec Alpha Isiagaba, Mohamed de Camara. La présence des forces de sécurité est discrète dans des endroits stratégiques de la capitale, notamment les ronds-points et les grands carrefours. Depuis près d'1 mois, elle veille à la sécurité permanente des citoyens en cette période de forte pluie. Ces dispositifs sécuritaires fonctionnent à la satisfaction des autorités. Nous sommes sortis pour non seulement exprimer notre satisfaction aux hommes qui sont sur le terrain dans les différents points d'appui très avancés et stratégiques qu'ils occupent et leur dire que nous sommes déterminés à poursuivre cette action tant que la nécessité s'imposera. Et d'ailleurs, comme aiment le dire beaucoup de personnes, ce sera un dispositif permanent, illimité. Depuis sa prise de fonction, le ministre Alpha Ibrahim Keïta annonce de nouvelles réformes pour renforcer les capacités d'intervention des unités. Les compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, les commissariats centraux et plusieurs autres services de sécurité sont encouragés à redoubler d'efforts. Nous avons également appelé les brigades de lutte contre la criminalité à resserrer les rangs et à se donner la main et surtout à compter
sur l'appui de l'État, car nous ne voulons plus entendre de criminalité dans le pays, nous ne voulons plus entendre de vol à main armée dans le pays. Nous voulons que nos populations puissent dormir en paix. Et je crois déjà que les résultats que nous avons obtenus sont encourageants et les félicitations nous parviennent un peu partout dans le pays, que le dispositif mis en place est rassurant et que ça porte les résultats escomptés. Alors il fallait sortir pour encourager les hommes. Mieux équiper les services de sécurité et mettre fin à l'anarchie dans la circulation routière, aux enlèvements, sont des défis pour le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile. À Mamou, c'est parti pour la revue semestrielle du système des Nations Unies. Cette rencontre permet d'évaluer les rapports d'activité de l'institution dans la région. Certaines actions n'ont pas pu être réalisées. Les participants essayent de comprendre les raisons des dysfonctionnements. Mamadou Paté Baldé. Le plan cadre d'assistance au développement 2018-2022 du système des Nations Unies en faveur de la région de Mamou est l'une des priorités de l'Agence des Nations Unies pour le développement. Depuis son implantation dans cette localité, plusieurs actions sont réalisées sur le terrain, notamment la promotion de la bonne gouvernance, la transformation économique et gestion durable et le développement inclusif du capital humain. L'heure est donc à la capitalisation des acquis, l'identification des contraintes et la proposition des solutions. Nous sommes dans un nouveau cycle de planification de notre programme de UNDAF du 2018 jusqu'à 2022. Donc c'est dans ce cadre qu'il est nécessaire quand même de revoir toutes nos activités sur le terrain et puis de voir là où il y avait des lacunes, la coordination avec le gouvernement et toutes ces recommandations-là doivent être prises en charge. Et c'est pour cela que cet atelier est vraiment important pour quand même trouver des solutions, des voies et moyens pour améliorer le soutien au développement que le système des Nations Unies apporte dans le pays. Le chargé de programme au Haut Commissariat des droits de l'homme a présenté les acquis du plan cadre d'assistance au développement UNDAF qui ont permis d'améliorer la redevabilité, l'efficacité et l'efficience des interventions du programme aux côtés du gouvernement guinéen. L'appui du système des Nations Unies a permis de mettre à disposition de l'ensemble des cadres au niveau régional, préfectoral et sous-préfectoral l'essentiel des documents stratégiques de développement, de la planification du développement et aussi les différents codes dans le domaine de la justice, notamment le nouveau code pénal, le code de procédure pénale, le code de l'enfant. Et aussi de démarrer certaines activités dans le domaine de la réintégration des migrants retournés. Et également de renforcer les capacités de la CENI ou des démembrements de la CENI, donc les CEPI, et de certaines organisations de la société civile dans le domaine du monitoring des violations des droits de l'homme. À travers ces nombreuses actions réalisées par la mission du système des Nations Unies dans la région de Mamou, les autorités régionales comptent sur l'engagement des acteurs et partenaires à poursuivre les actions déjà enclenchées sur le terrain pour contribuer au développement socio-économique de la région. Je compte sur votre contribution de qualité habituelle afin que les appuis qu'apportent les agences du système des Nations Unies à notre région se maintiennent et s'améliorent. Pour élever le défi, les acteurs s'engagent à pérenniser les acquis du projet. Dans le but d'impulser un véritable développement à la base, le système des Nations Unies promet de renforcer son partenariat avec le gouvernement guinéen. Environnement, 30 hectares de forêts communautaires seront reboisés à Boufa. C'est à l'occasion de la célébration du mois de la forêt en Guinée. L'action sera pilotée par l'association des femmes de Nzérekoré, Yomo et Lula. Pour cette ONG féminine de la région forestière, c'est un moyen de freiner l'avancée du désert et les changements climatiques. Reportage Nabi Kamara. Le reboisement continue à l'intérieur du pays. Une occasion pour l'association des femmes de Nzérekoré, Yomo et Lula de s'impliquer dans cette campagne pour apporter leur contribution à la protection de l'environnement. Pour cela, cette ONG a choisi 3 CRD de Boufa dans la région administrative de Boké pour créer 20 hectares de forêts communautaires et 10 hectares dans la carte.
Il s'agit de Doupro, Tunifili et Kolia. Je suis aujourd'hui dans Tunifili et plus précisément dans le district de Fonfon pour lancer les activités de reboisement qui concernent deux espèces très importantes. Une espèce forestière qui est le mélina, une espèce d'arbre fruitier qui est l'anacarde. Et je pense que ce choix a été fait par les communautés elles-mêmes pour la création des forêts communautaires. Actuellement, le volet que nous réalisons sur le terrain est l'assainissement total piloté par les communautés face au changement climatique. Le reboisement contribue grandement à freiner l'avancée du désert au changement climatique et à la pauvreté. C'est en cela que les populations sont interpellées quant à la protection de ces plants mis en terre par l'AFENIL. Il ne s'agit pas de faire un reboisement pour le reboisement. Si les collectivités elles-mêmes choisissent les essences forestières, ça veut dire qu'elles vont prendre la décision, n'est-ce pas, de protéger les plants qui vont être mis en terre. C'est en cela qu'il faut vraiment interpeller non seulement les autorités locales, les sages et les responsables, les élus locaux qui auront pour charge, n'est-ce pas, d'entretenir et de protéger les essences qui vont être mises ici. Cette activité menée par l'association des femmes d'Nzerekure Yomo et Lola découle d'une stratégie appelée ATPC, assainissement total piloté par la communauté sur le financement de l'UNICEF. Et puis ce communiqué du gouvernement. Au cours de ces derniers jours, le gouvernement a relevé un certain nombre de déclarations l'accusant d'avoir acquis un important lot d'armes qui seraient destinées à réprimer les paisibles citoyens au cours d'éventuelles prochaines manifestations politiques. Le gouvernement regrette profondément et condamne avec la plus grande fermeté ces accusations graves et sans fondement qui portent atteinte à l'honneur et l'intégrité de l'État et sont de nature à s'aimer le désordre dans le pays et la discorde entre les citoyens. Aussi, le gouvernement rappelle qu'il est du devoir sacré et de la responsabilité de chaque État de se doter de tous les moyens adéquats lui permettant de remplir ses missions régaliennes, le maintien de l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes, l'intégrité du territoire et des frontières nationales, surtout à notre époque marquée par l'instabilité et de nombreux défis de sécurité intérieure et extérieure. Enfin, le gouvernement interpelle l'ensemble des acteurs politiques et des leaders d'opinion à faire preuve de retenue et de responsabilité dans leurs déclarations publiques et dans l'exercice de leurs droits et libertés reconnus, garantis et encadrés par les textes en vigueur. Visite de terrain pour une délégation de militants du RPG Arc-en-Ciel. Après le tour des infrastructures de développement, la mission s'est rendue sur quelques sites miniers dans la région de Boké. Objectif, évaluer les acquis de la Troisième République. Aboubacar Diaby. La Guinée possède d'une importante réserve mondiale de bauxite, ce qui attire d'importantes sociétés minières dans le pays. Les 21 sections du RPG Arc-en-Ciel de la Haute-Guinée veulent bien comprendre le fonctionnement et les avantages pour les communautés à la base. Une démarche pour mieux s'imprégner des acquis du gouvernement Alpha Condé dans le domaine minier. De Bofa à Kamsar, en passant par Boké, les délégués du RPG Arc-en-Ciel de la Haute-Guinée ont apprécié les installations. C'est des choses très extraordinaires et des choses à encourager. Parce que la confiance au fils, c'est ça. Quand vous avez un bon leader politique dans un pays, non seulement ça peut attirer les investisseurs à l'étranger et les investisseurs aussi au sein même de la Guinée. Le président veut que ce pays soit en avance. Avec les bauxites là aussi, on a vu encore combien de sentiers qui sont organisés. C'est pour cela que le président pleure d'avoir le courant aujourd'hui, de faire la finition des barrages là, pour donner le courant à ces filières de travail là, pour que ce pays avance. Depuis l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé en 2010, plusieurs sociétés étrangères opèrent en fonction de leurs permis miniers dans le pays. La révision du code minier en 2011 a permis de réorganiser le secteur. Ainsi, la Guinée est devenue le 3e pays exportateur mondial de bauxite et pourra, dans les prochaines années, devenir le premier au monde. L'arrivée du président, à partir de 2010, a triplé même la production de la bauxite par la Guinée. L'année dernière, en 2017, la Guinée a été la première sur le plan mondial. La Guinée a produit une quantité de 50 millions de tonnes.
Donc on voit une usine de fabrication du bateau sur place. Et dans quel pays, dans quel continent africain, dans quel pays encore? En Guinée. C'est la première fois. Donc ça doit nous dire beaucoup de choses. Ça veut dire que vraiment on doit soutenir ce président de la République pour l'intérêt de la Guinée. Les sociétés minières de la place contribuent à l'épanouissement des communautés riveraines en matière d'infrastructures et d'emploi. C'est du moins ça le constat des visiteurs. Un rapport direct avec le développement communautaire, mais aussi avec la protection de la faune et la flore. Les mesures sécuritaires et sanitaires prises en faveur des travailleurs ont été largement expliquées aux délégués du RPG Arc-en-Ciel de la Haute-Guinée. Sur un autre plan, 3 jeunes Guinéens s'apprêtent à se rendre en Angleterre pour une formation d'1 année chacun dans une université de son choix. Ils sont récipiendaires de la bourse Chevening, session 2018-2019. Les bénéficiaires ont reçu hier leur certificat d'inscription des mains de l'ambassadrice de Grande-Bretagne en Guinée, Mabintela Issouma. Ils peuvent enfin se frotter les mains. Ces 3 jeunes Guinéens ont décroché la prestigieuse bourse anglaise Chevening. Ils sont inscrits dans des universités de leur choix. Les heureux gagnants, désormais boursiers, ont leur certificat d'inscription. Iya Seydou et ses camarades s'apprêtent à se rendre au Royaume-Uni pour une année d'études afin d'obtenir un diplôme de maîtrise. Je pense que c'est la persévérance dans tout. L'année dernière, j'ai tenté. Et je suis allé jusqu'à une étape où il était presque acquis à 90%, mais malheureusement, à cause de quelque chose en anglais, le niveau en anglais, un test, ça n'a pas marché, mais ça m'a servi d'expérience. On n'échoue jamais, on apprend toujours. Et cette année, quand je suis revenu, c'était juste une mise à jour. En fait, ce que je veux dire à tout le monde, à tous mes amis, c'est de toujours tenter des opportunités, ça existe. Et Chevening, c'est une bourse qui m'avait donné une chance de faire un master dans une université pas comme les autres. La 3e meilleure université du monde en matière de santé publique est London School of Hygiene and Tropical Medicine. La bourse Chevening est un programme d'études qui existe depuis 25 ans dans plus de 160 pays à travers le monde. Pour s'inscrire, les candidats doivent maîtriser la langue anglaise. La participation est ouverte à tous les étudiants et cadres du pays. La bourse Chevening est un moyen de renforcement de l'axe de coopération entre la Guinée et l'Angleterre. Nous encourageons les Guinéens à postuler. Les critères essentiels, il faut déjà parler l'anglais au niveau pour étudier pour un master. Il faut avoir au moins 2 années d'expérience professionnelle et il faut faire voir la preuve de vos capacités comme des leaders pour la Guinée. En formant des Guinéens, l'Angleterre apporte sa pierre à l'édification d'une société guinéenne pour son développement. Et nous en sommes très reconnaissants et nous espérons aussi que le nombre de bourses sera augmenté et que la Guinée, notre pays, y mettra du sien pour encourager le plus grand nombre d'étudiants guinéens à aller étudier dans ce pays. La session 2019-2020 est également ouverte. Les jeunes Guinéens désireux de postuler ont jusqu'au 5 novembre prochain pour s'inscrire sur le site www.chevening.org. Religion, et on parle de l'ouverture ce mardi à Kindia de la 13e édition du camp biblique national de la jeunesse chrétienne, un rendez-vous biennal organisé par l'église protestante évangélique de Guinée. Cette année, les travaux s'articulent autour du thème « La jeunesse chrétienne face à ces défis, quelles solutions ?» Une question qui interpelle les jeunes à plus de responsabilités pour leur avenir. Valérie Talimane. 5 mois avant la célébration de son centenaire d'implantation en terre guinéenne, l'église protestante évangélique de Guinée réunit sa jeunesse à Kindia. La rencontre s'appelle le camp national des jeunes. Elle consiste à créer plus d'espace d'échange entre jeunes et leaders de cette église. Le centenaire a des préalables. Le centenaire a des composantes. Et ce camp biblique se situe dans cette lancée. C'est en fait
un signe précurseur de ce que nous voulons que le centenaire soit. Soit centenaire, parce que là on va parler du passé, on va parler du présent, mais également avec cette jeunesse, on va parler du futur. Et c'est en cela que nous voyons dans ce 13e camp biblique national de la jeunesse un signe précurseur de ce que l'Église va être demain et que nous allons annoncer les couleurs pendant le centenaire. Pour cette 13e édition, un accent particulier est mis sur l'avenir de la jeunesse chrétienne à la veille du centenaire. Une jeunesse en perpétuelle quête de repères dans un pays en voie de développement. Nous sommes dans un monde qui va à la dérive. Le monde ne sait même pas que faire, a perdu ses repères. Mais nous, chrétiens évangéliques, qu'est-ce que nous devons faire pour donner justement de l'espoir à cette jeunesse qui est en face des difficultés, des vicissitudes de cette vie qui va à la dérive? Il n'y a qu'une seule solution. Une seule et unique solution, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui confrontée à la mondialisation, la jeunesse guinéenne est en manque de repères pour son épanouissement. Ces journées de partage d'expériences à Kindia devraient ainsi servir de levain aux participants pour une auto-évaluation. S'il y a un conseil à donner, d'abord, c'est de se former, de mieux s'informer, de sortir des chemins battus que les devanciers que nous sommes avons construits pour notre propre intérêt. La jeunesse n'y trouve pas son intérêt. Il faut qu'elle se responsabilise, qu'elle accepte d'assumer à la fois son présent, mais de bâtir son avenir à partir de ses propres constructions, à la fois mentales, mais aussi intellectuelles et fondées sur la foi, parce que nous sommes réunis par l'Église. Au moment où les jeunes sont partagés entre la foi chrétienne et la mondialisation, ce camp national tente de devenir un vecteur de rapprochement des jeunes de l'Évangile. En interactualité, le président Alassane Ouattara a annoncé l'amnistie de 800 personnes condamnées après la crise post-électorale de 2010. Parmi les graciés, l'épouse de l'ancien chef de l'État, Simone Gbagbo. En Afghanistan, des amputés de guerre marchent pour la paix. Ils sont une vingtaine de victimes, certaines sont même en fauteuil roulant. D'autres nouvelles compléteront cette compilation dans Monde en bref. Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé hier lundi l'amnistie de 800 personnes condamnées après la crise post-électorale de 2010. Parmi les graciés, Simone Gbagbo, l'épouse de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo. En prison depuis avril 2011, Simone Gbagbo était condamnée à 20 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté de l'État. Elle est amnistiée à la veille de la fête de l'indépendance ivoirienne. En Afghanistan, les amputés de guerre marchent pour la paix. Ils sont une vingtaine de victimes, certaines en fauteuil roulant et d'autres équipées de béquilles, à se lancer mardi dans une longue et difficile marche pour exiger la fin du conflit qui les a rendus infirmes. Le convoi de la paix a démarré son périple dans la ville de Herat, ouest, et prévoit de l'achever à l'autre extrémité du pays, dans la capitale Kaboul, avançant au mépris des insurgés, des bombes et d'une chaleur écrasante, le tout sur 1000 km. Une mère allemande a été condamnée à 12 ans et demi de prison pour avoir abusé de son fils et l'avoir prostitué sur Internet avec son conjoint, un pédophile récidiviste lui aussi condamné. C'est une dénonciation anonyme à l'automne 2017 qui avait fait éclater l'affaire. Par la suite, les aveux du beau-père, déjà condamné pour pédophilie et détention de matériel pédopornographique dans le passé, ont permis les arrestations de clients, 4 Allemands, un Suisse et un Espagnol. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Le programme continue sur notre site internet www.rtgcoloma.info. Bonsoir et à demain.